Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le dernier débrief sur cet Eurobasket 2025. Franchement, aujourd'hui, il y avait le match pour la médaille de bronze et la finale. Et on a bien mangé, on s'est régalé. Avant de commencer ce dernier débrief, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la booster, de vous abonner et de commenter. Mais ça, commenter, vous le faites bien. Franchement, il y a plein de commentaires, plein de débats. Il y a des commentaires un peu... plus chaud que d'autres, mais c'est pas grave, c'est le jeu, on s'affiche, c'est le jeu, on connaît. Donc voilà, on va commencer vite fait avec le match de la 3e place qui opposait la Finlande et la Grèce. On va pas s'étaler dessus, mais on va quand même faire un débrief là-dessus. Globalement, c'est un match qui a été maîtrisé par la Grèce, avec un excellent Giannis, avec un très bon Tyler Dorsey, avec aussi un très bon Toliopoulos. Les Grecs ont imposé leur intensité défensive. La Finlande a eu du mal à trouver de l'adresse. À l'inverse de la Grèce qui, elle, a eu une grosse adresse sur ce match-là. Ils terminent à 14 sur 30 au tir à 3 points. Et côté finlandais, ils ont tiré à 13 sur 39. Donc ça s'est un peu remonté sur la fin. Mais ils étaient genre à des 4 sur 19, quelque chose comme ça, à la mi-temps. C'est un match où la Grèce a toujours été devant d'une dizaine de points. Et la Finlande réussissait à revenir. Les premiers runs qui ont été faits, c'est sur un retour de Murinen qui met 2 dunks à la fin du premier quart-temps pour essayer de ramener l'équipe à -4. Murinen, encore une fois, il a fait beaucoup de bien offensivement, mais défensivement, qu'est-ce qu'il est naïf. Qu'est-ce qu'il est naïf, on en a déjà parlé quand il défendait sur Dennis Schroeder, mais là il donne des fautes stupides. Il donne une faute à Giannis sur un dunk où il est passé, il va lui taper le thorax alors que bon, il est déjà passé, il met son dunk où il met un layup, en tout cas il met le N1 facilement, sans aucun problème. Et en plus de ça, sur cette action en l'occurrence, c'était sa 4e faute, donc ça met en plus l'équipe dans la merde. Sachant que Giannis a provoqué énormément de fautes, tous les intérieurs de la Finlande étaient en problème de faute, que ce soit Jontunen, Kamua, Markkanen et du coup Murinen, ils avaient tous des problèmes de fautes, ils finissent tous au moins je pense à 4 fautes. Jontunen qui finit sa compétition en faisant encore un match exceptionnel, il fait 13 points, 6 rebonds, 7 passes, 22 dévals, c'est vraiment le métronome de cette équipe et quand il est pas sur le terrain, on sent que c'est plus compliqué parce que on dit souvent que le poste 4 c'est le deuxième meneur sur le terrain et là vraiment lui il remplit ce rôle à merveille, il est agressif, il a de l'adresse à 3 points, il tire à 3 sur 6 encore sur ce match-là. Il se déplace bien dans les bons espaces, il va jouer du main à main, créer du jeu pour les autres, et surtout défensivement il est monstrueux. Alors là face à Giannis c'était un peu compliqué, mais il fait vraiment les efforts et il fait plusieurs bonnes défenses, même si aujourd'hui Giannis était dans un très bon joueur. J'étais un peu déçu du match de Lauri Markkanen, qui a beaucoup forcé, notamment sur les 3 premiers cartons, qui prenait des tirs parfois sur 2 joueurs, en fait, je sais pas, c'est Lauri Markkanen ou c'est Klay Thompson. Le gars, il fait plus de 2,10, il doit faire 115 kilos, il a des épaules, il fait le double de moi, et je sais pas, il joue vraiment comme un extérieur. Alors c'est un peu frustrant des fois, parce que surtout que, encore une fois, quand il y a une situation, je crois que c'est en fin de première mi-temps, où il joue 2 post-up, et il marque, et après, donc la Finlande revient à -3, je crois, ou -4 sur cette situation, et derrière, ils prennent 3 tirs à 3 points, et ils reprennent un éclat. Donc c'est un peu dommage de voir l'utilisation de Markkanen, même s'il aime bien avoir des remontées, etc., et qu'il fait une énorme fin de match, faut le dire. Mais là voilà, il fait 19 points à 6 sur 16, 3 sur 8 à 3 points, 3 sur 8 à 2 points également, il prend quand même 10 rebonds, 4 fautes, je l'ai dit, 3 pertes de balles, 18 dévals. Plus 5 de plus-minus quand même, pour une équipe qui perd, c'est pas mal, mais j'aurais aimé le voir un peu plus proche du cercle. Et parfois aussi quand ça venait trapper, kicker un peu plus la balle. Il y a Miro Little qui fait aussi un bon match à 6 points avec des bons pourcentages, il fait 6 passes également, 13 dévals. Défensivement aussi, il a fait des grosses interceptions, il fait 3 interceptions sur ce match-là. Il a aussi un plus-minus positif, franchement, et c'est un joueur qui a 21 ans, à suivre sur les prochaines années parce que c'est un profil hyper intéressant, fort défenseur, capable de mettre des shoots, il a mis des tirs difficiles, bon passeur, donc vraiment il a tout ce qu'il faut en magasin, il a un bon physique pour un meneur pour aller plus haut. Kamua qui a continué dans sa lancée sur ces derniers matchs, il a été au relais justement de Markkanen qui était un peu en difficulté, il met 15 points à 6 sur 12 au tir, avec 5 rebonds et 2 passes, 14 dévals, plus 8 de plus-minus également. Franchement, c'est pareil, c'est un joueur, on a vu au début de la compétition, il prenait des tirs comme si c'était lui le go-to guy, et moi ça me posait un peu question, mais au final, il a raison, parce que c'est vraiment un poste 3-4 moderne. Alors la Finlande joue sans poste 5, c'est vraiment que des 4 qui jouent poste 5, mais il est capable de shooter, il met un genre de hook main gauche, finition, enfin vraiment clean, il dribble très bien, il a un bon tir.
Donc très intéressant aussi, et défensivement aussi il a fait du bien. Pour finir, il y a eu quand même Elias Valtonen qui fait un match énorme, qui met 18 points, 5 rebonds, 2 passes, qui fait 20 dévals. Malheureusement, on va arriver sur la fin de match et Valtonen, je pense, va pas bien dormir cette nuit. Côté grec, on a eu un Tyler Dorsey des grands soirs. Évidemment, quand il n'y a pas d'élimination en jeu, bon, s'il y avait une médaille en jeu, c'est vrai, mais je suis mauvaise langue, mais il n'y avait pas d'élimination en jeu. Donc il a eu énormément d'adresses, il fait 20 points à 5 sur 9 à 3 points. Bon, il a fait que ça, hein, 2 rebonds, 0 passes. Mais voilà, il fait un bon match, il fait du bien à la Grèce. Il commence tout de suite en mettant ses 4 premiers tirs à 3 points, je crois. Et ça permet justement à Yanis d'avoir plus d'espace. Et il est bien accompagné par Toliopoulos qui s'est un peu rattrapé de son non-match total face à la Turquie, qui met 15 points en 24 minutes à 4 sur 10 à 3 points. Et voilà, qui a un peu souffert défensivement, mais qui offensivement a porté l'équipe. Souvent, il y a eu des situations où la défense finlandaise, je sais pas ce qu'il faisait, mais il le laissait tout seul, alors que c'est quand même un des meilleurs shooters de l'équipe. Bon, écoute, je pense que les équipes aussi commencent à être fatiguées. Il y a l'enchaînement des matchs qui jouent. Kostas Loukas, j'ai hâte de voir sa saison au Pana, parce que franchement, il fait un match à 7 points, 1 sur 9 au tir, 3 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 2 paires de balles, 4 dévals. Franchement, il est à la rue. Et sachant que en plus, on va arriver sur la fin de match du coup, mais la Grèce avait, je crois, 14 points d'avance. 14 points d'avance à la mi-temps, 13 points d'avance au début du quatrième quart-temps, pardon. La Finlande fait un run avec de l'adresse, avec des stops, etc. Et Kostas Loukas, il est dramatique sur ce passage, notamment sur vraiment la fin de match. Il perd une balle où il essaye de faire une passe lobée par-dessus, qui soit part directement en touche, soit arrive directement dans les mains de l'adversaire, qui donne de la relance. Il y a également, il fait un lay-up, il va sur sa main gauche, il rate, alors que c'est un truc que franchement il aurait dû marquer. Il n'y avait pas un contest exceptionnel. D'ailleurs, je crois que la Finlande marque également. Et aussi, il a été bien accompagné dans la mauvaise gestion par Tyler Dorsey. Ils sont à plus 10, je crois, quelque chose comme ça. Et Tyler Dorsey qui est un peu frustré parce qu'il a un peu parlé avec Murinen. Alors bon, Murinen, c'est un gamin de 18 ans qui raconte un peu des conneries, j'ai l'impression, sur le terrain. Et Tyler Dorsey, qu'est-ce qu'il fait? L'action d'après, alors qu'il reste 1:30, un truc comme ça, hein. Ils ont de l'avance. Tire à 3 points première intention. Il rate. Derrière, 3 points de je sais plus si c'est une Kamoa ou Markkanen qui met. Temps mort. Et c'est mangé une saucée, tu m'étonnes, Spanoui, s'il était pas content de ce choix. Donc voilà. Yanis, juste pour faire un point sur les stats de Yanis, il fait 30 points à 9 sur 11 de tir. Il a tiré qu'à 2 points, 12 sur 16 au lancer, 17 rebonds, 6 passes. Pas mal. Alors oui, il fait 7 paires de balles, mais bon, ça le met quand même à 43 d'évaluation. C'est un bon match quand même. Il finira dans le meilleur 5 de la compétition. No shit. On n'est pas du tout étonné. Donc sur la fin de match, je l'ai dit, Loukas fait n'importe quoi. La Finlande revient à -4 à 54 secondes de la fin. Il y a possession pour la Grèce. Tu te dis, bon, si c'est Yanis qui a la balle, il faut peut-être faire faute directement, vu que c'est pas le meilleur shooter de lancer franc, etc. Ça te laisse le temps après d'attaquer, de refaire faute et tout. Yanis prend la balle en haut. Je crois que Nkamhoua veut faire faute. C'est pas vraiment sifflé. Du coup, il se fait passer. Il l'attrape par derrière. Enfin, il l'attrape. Il fait vraiment une faute, genre qu'il ne le gêne pas. Stupide. Yanis, tout seul, va mettre son lay-up. Franchement, bon, là, pareil. Pourquoi l'aide défensive ne le découpe pas? Enfin, sans prendre d'antisportive. Mais là, tu vois qu'il va finir par marquer. Ne le laisse pas marquer. Donc, il marque son lay-up. Il met son lancer franc. Donc, il y a 89-82 pour la Grèce. Ensuite, très rapidement, en 6 secondes, il y a Markkanen qui met un 3 points. 89-85. Donc, on se retrouve de nouveau à -4 à 44 secondes de la fin. Yanis fait une perte de balle. Je crois qu'il est sous le cercle. Il envoie une balle qui est interceptée. Miro Little intercepte la balle. Faute de Toliopoulos. Il y a 1000 fois antisportive. Il est dernier défenseur. S'il le passe, il est tout seul au panier. C'est au niveau du milieu du terrain. En plus, il met un peu le bras en travers de la gorge. Ici, faute simple. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est dans le bonus. 2 lancers pour Miro Little qui fait 2 sur 2. Il reste 20 secondes. Faute sur la remise en jeu. Donc déjà, franchement, la défense de la remise en jeu, t'as pas vraiment envie que ce soit ni Loukas ni Dorsey qui ait la balle. T'aimerais bien que ce soit Yanis ou à la limite Papanikolaou. Bon, c'est quand même Kostas Loukas qui arrive facilement à se démarquer. Faute, 2 lancers francs. Il en met 1 sur 2. Je me dis, ok, ils vont prendre le rebond. Sur le rebond, ils sont à +3. D'accord, 90-87. Tu prends un rebond défensif, c'est impossible que tu sois dans une action de shoot. En plus, on sait que dans les règles de FIBA, les trucs de tir du milieu de terrain pour avoir 3 lancers, c'est pas sifflé comme en Euroleague. Pourquoi les Grecs ne font pas faute?
Les Grecs ne font pas faute sur le rebond défensif, ils ne font pas faute sur la montée de balle. Les Finlandais jouent un genre de main à main et tout. Valtonen se retrouve à prendre un tir un peu casse-croûte quand même à 5 secondes de la fin. Faute sur le tir à 3 points. Non mais vraiment, mais alors là quand j'ai vu ça, j'ai dit mais ce match c'est n'importe quoi. Faute sur le tir à 3 points. -3 lancés. Premier lancé, il met. Deuxième lancé, il met. Troisième lancé, il rate. Putain, il rate. Yontunen prend le rebond offensif, mais il se précipite un peu pour jeter la balle. Ça ressort. Derrière, les Grecs récupèrent la balle. Yanis rebond. Faute sur Yanis. Tu dis, ah, t'es à -1, vas-y, t'as encore une opportunité, etc. En plus, Yanis, c'est peut-être pas le meilleur shooter de lancer franc. Yanis, ice. 2 sur 2. +3. Ok, remise en jeu, il reste 4 secondes. Et Yontunen, bon, ça s'est pas joué sur ça, mais il prend un tir un peu loin. Je pense qu'il avait encore au moins une seconde, voire 2 pour s'avancer et prendre un tir un peu plus près. Il prend un tir à peu près au niveau du milieu du terrain, qui rate. Et la Grèce s'impose comme ça de 3 points. C'était un match exceptionnel, franchement. Encore une fois, la Finlande, ils nous ont fait kiffer toute la compétition, même quand on pensait que c'était fini. Là, sur ce match-là, par exemple, ils ont été capables de trouver les ressources pour revenir, pour faire une remontée. Yanis fait une performance XXL, il mérite une médaille, mais c'est vrai que si la Finlande avait pris la médaille, ça ne m'aurait pas déplu. En tout cas, la Finlande à suivre sur les prochaines compétitions, vous l'avez entendu ici en premier. Bon, le match qu'on attendait tous, Turquie-Allemagne. Une finale vraiment, moi j'arrivais pas à me dire qui est-ce qui allait gagner. J'allais pas dire c'était du 50-50, je voyais peut-être l'Allemagne un petit peu au-dessus, mais en même temps, la Turquie était tellement impressionnante, ils ont été tellement impressionnants sur la demi face à la Grèce aussi, et tout au long du tournoi, que franchement, je savais pas qui choisir. Dès le début de match, la Turquie fait un début de match de folie. Ils mettent un 12-3, Shane Larkin met 5 points, Cedi Osman met 2-3 points, ils musellent l'attaque allemande, Franz Wagner n'arrive pas à jouer, Dennis Schröder n'arrive pas à jouer. Tu dis, ok, ça va pas faire comme la demi quand même, j'espère. Eh ben non, parce que l'Allemagne, c'est pas la Grèce. Donc, même si c'est la Turquie qui se met à rater un peu des tirs, qui sont quand même ouverts, faut le dire, ils arrivent à relancer, notamment avec un excellent Isaac Bonga. On en reparlera un peu plus tard. Mais du coup, la Grèce revient. Il y a égalité, je crois, il y a 14-14 au bout de 4-5 minutes. Et donc, il y a Daniel Theis qui fait sa deuxième faute au bout de 5 minutes en défendant sur Şengün, parce que c'est Şengün, je vais m'habituer. C'est déjà une deuxième faute qui est un peu, pour moi en tout cas quand je vois le ralenti, litigieuse. Pour moi il est placé, c'est Şengün qui rentre avec l'épaule, mais bon, ça aura pas vraiment d'impact sur le reste du match, puisque Johannes Thiemann a été excellent, on va en parler après. Bonga lui aussi fait une deuxième faute complètement stupide, à 25 mètres, vraiment c'est sur remise en jeu, le mec veut passer en dribble, il met la main, c'est sa deuxième, il reste 4 minutes dans le premier quart-temps, c'était vraiment pas malin. Des fois, je sais pas. Bon après c'est une finale, hein, évidemment il se passe plein de trucs dans la tête, mais là ça a manqué un peu de lucidité sur ce début de match. On voit un Alperen Şengün, pas vraiment scoreur, mais par contre qui met des contres. Je crois que sur le match il termine à 3 contres, et ces 3 contres sont dans le premier quart-temps pour moi. Donc vraiment il est présent défensivement, il est bien accompagné par Shane Larkin qui sur ce début de match est vraiment percutant, trouve de l'adresse, trouve des passes décisives également, et donc la Turquie prend un petit peu d'avance, mais l'Allemagne ne lâche jamais. L'Allemagne revient avec Tristan da Silva qui rentre, qui met direct un 3 points plus un drive. Et Şengün qui prend aussi sa deuxième faute à la fin du premier quart-temps. Vraiment, ils se sont tous passés le mot. On sentait vraiment qu'il y avait de la tension. Franchement, c'était un match où tout le monde a été bon. Enfin, tout le monde a été bon. C'est pas vraiment vrai, mais il y a vraiment beaucoup de joueurs qui ont apporté. Adem Bona, quand il est rentré, il a été excellent. D'ailleurs, Ergin Ataman s'est passé de Ercan Osmani sur 3 cartons sur 4 on va dire. Au début il fait une erreur, enfin je sais pas, quelque chose qui lui plaît pas, il le sort et il met très longtemps à le remettre. Du coup ça a donné beaucoup de minutes pour Adem Bona et il en a bien profité parce que Adem Bona il fait son meilleur match de la compétition pour moi. En 19 minutes il met 12 points à 100% au tir, il fait un rebond, il met également 2 contres, 13 dévals, mais il a été franchement pour un pivot, je l'ai vu faire des trucs sur Franz Wagner dans la latéralité, être capable de se déplacer avec un Franz Wagner qui a un poste 3-4, hein, enfin 3 même. Tenez, il est solide, voilà, il est dans la dissuasion. Franchement, excellent match de Adem Bona. Il manquait un petit peu de connexion avec Şengün sur justement le jeu entre grands qu'on a beaucoup vu avec Osmani, notamment sur la demi-finale. Mais franchement, il fait vraiment son meilleur match du tournoi. On a vu un Cedi Osman qui a encore rien raté. 6 sur 9 à 3 points, 23 points, 7 sur 13 au tir au total. Il fait 5 rebonds. Je vais quand même vous sortir ses stats sur le tournoi à 3 points parce que c'est une folie. Il tire à 52,7% à 3 points sur le tournoi en mettant 3 par match.
C'est vraiment, c'est pas sur un petit volume. Ses stats sur le tournoi, c'est 16 points, 2 rebonds, presque 3 rebonds, une passe, avec des pourcentages exceptionnels. 53% au tir, 52% à 3 points. Il y a juste au lancer où il est pas fou, mais bon, il en tire 3 par match. Vraiment, il fait aussi un très 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 gros match. Et je l'ai vu faire des choses aussi défensivement sur Franz Wagner. Il y a une action justement où Franz Wagner essaye de spinner, revenir, renvoyer dribble dans le dos, etc. Osman, il reste devant. Il finit par faire prendre un tir contesté, et je crois que même c'est au-delà des 24 secondes. Donc vraiment, il a été très 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 important, et j'ai hâte de voir lui pour le coup sa saison au Pana, parce que s'il continue sur cette lancée-là, ça va vraiment être un joueur. On l'avait vu sur la fin de saison qu'il avait été très bon avec le Pana, très bon sur cette compétition également, mais là, il a passé un step, je trouve. Donc Franz Wagner, qui dans les 4-5 premières minutes était un peu en difficulté, il se réveille très bien, je crois qu'il est presque à 13 points à la mi-temps, et c'est lui qui fait un gros run, intenable sur de la transition, il fait ses spins, il finit fort sur sa main gauche, il trouve un petit peu d'adresse, hein, il met qu'un seul tiers, mais c'est celui qui met en première mi-temps. Mais d'ailleurs, c'est son premier tir du match, je crois. Et voilà, il permet à l'Allemagne justement de recoller. À la mi-temps, il y a 46-40 pour les Turcs, mais on sent que c'est très 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 serré. À noter que sur cette première mi-temps, Dennis Schroeder est invisible, on ne l'a pas vu. Je crois qu'il met un panier, il a 2 points à la mi-temps. Vraiment, il a rien créé, peut-être il a fait une ou deux passes, mais vraiment aucun impact sur le jeu. On se dit, Denis, tu vas pas nous refaire le coup du quart de finale, à être transparent, parce que là, ton équipe elle a besoin de toi. J'ai bien aimé la première entrée de Maodolo, qui s'est un peu amusé avec Shane Larkin. Faut dire que l'Allemagne a ciblé Shane Larkin défensivement, et bon, Maodolo, en termes de joueur de 1 contre 1, de cassage de cheville, de cross et tout, de footwork, c'est un des meilleurs joueurs d'Europe, franchement. C'est vraiment sur cet aspect-là, hein. Je dis pas que c'est un des meilleurs joueurs d'Europe, mais en 1 contre 1, il est vraiment chiant à tenir, et quand il trouve de l'adresse. Alors là, il a pas trop tiré pour lui, mais il a vraiment créé énormément de décalage, et ça a permis à l'Allemagne d'avoir des bons tirs, que ce soit pour Obst, que ce soit pour Tristan da Silva, et vraiment son premier passage est très bon. Bon, la deuxième mi-temps, on va pas faire action par action, mais c'est la folie. Déjà, il y a Şengün qui commence, il enchaîne les paniers. Ensuite, ça répond. En fait, c'était simple. Dès qu'il y avait une équipe qui mettait un gros tir, l'autre répondait. Tout le monde était capable de mettre des gros tirs. On a vu Schroeder qui se réveillait. On a vu Wagner qui mettait, bon, il a pas mis de tir à 3 points après, mais qui a mis des tirs. On a vu Bonga, on a vu Obst, on a vu Tristan da Silva qui répondait. À chaque fois, souvent, c'était les Turcs qui mettaient le premier coup, que ce soit par Şengün, que ce soit par Osman, Larkin, ou enfin, peu importe, n'importe. Et à chaque fois, il y avait une réponse, ça s'envoyait coup pour coup. Je ne sais pas combien il y a eu de changements de leader, je ne sais pas si je peux vous trouver la stat, mais franchement, il y en a eu énormément, c'était un match extrêmement serré. Voilà, il y a eu 15 changements de leader, donc c'était pas du tout un match où il y avait une équipe qui était loin devant et qui a pu se faire peur sur la fin. Non, vraiment, c'était du coude à coude, notamment sur la deuxième mi-temps, pardon, et vraiment, c'était... Dans la salle, c'était une folie. Les supporters turcs qui crient à chaque fois. Il y avait quand même pas mal de supporters allemands, donc il y avait une belle ambiance. C'était vraiment incroyable. Là encore, on va se refaire la fin de match, puisqu'il y avait donc 76-71 pour la Turquie à 4 minutes de la fin. Andreas Obst met un gros tir à 3 points. Franchement, alors lui, quand il met dedans, c'est vraiment de la poésie. Son geste, il est tellement clean, la balle elle tourne tellement bien, le filet remonte tellement bien. C'est des filets FIBA, mais t'as l'impression qu'il peut le coincer tellement son tir il est propre. Ensuite, il y a Kenan Sipahi du coup qui décide de prendre un tir à 3 points derrière un écran. Il rate. L'Allemagne repart de l'autre côté. Qui d'autre que Isaac Bonga qui met encore un tir à 3 points. 77-76 pour l'Allemagne. Donc on se dit, ouais, c'est bon, l'Allemagne repasse devant, ça va être chaud, etc. Shane Larkin perd la balle. Schroeder intercepte. Schroeder lance la balle loin devant. Passe interceptée. Tu dis, putain, ils veulent pas gagner le match en fait. Ensuite, à 3 minutes de la fin, Kenan Sipahi qui reprend un tir derrière l'écran. Cette fois-ci, il le met. 79-77, plus 2 pour la Turquie. Tu te dis, ouais, c'était la folie. Derrière, drive de Isaac Bonga, 2 points, égalité, 79 partout, il reste 2 minutes. Moi, j'étais là en mode, s'il vous plaît, faites qu'il y a prolongation, comme ça, on va se régaler encore 5 minutes de plus. Larkin qui va chercher une faute, 2 lancers francs, il met les 2. Voilà, lui, tu sais que sur la ligne, c'est fiable. Donc la Turquie est à plus 2, tu te dis, ok, vas-y, 2 minutes, on va voir ce qui se passe. Un mec qui fait un match catastrophique, Daniel Theis, il a eu que des problèmes de faute en attaque, il était dramatique, pas dans les bons espaces, des pertes de balles et tout. Il met un tir à 3 points, à 1 minute 50 de la fin. L'Allemagne repasse devant. Mais, non, franchement, là, je sais que je suis en train de vous faire le déroulé de la fin de match, mais en fait, c'était tellement un truc de fou à vivre, que là j'ai encore les émotions, donc j'espère que j'arrive à vous transmettre ça à travers la caméra, mais c'est vrai que peut-être on a l'impression que je récite, mais c'était vraiment un truc de fou. Daniel Theis, il était à la rue, on le voit armé, mais on voit une filoche, boum, on se dit ok, qui va gagner? Évidemment ça ne s'arrête pas là, sinon c'est pas drôle. Shane Larkin qui drive, qui met encore un lay-up, la Turquie repasse devant, plus 1, et là on va rentrer dans du basket de très
très haut niveau, avec un drive main gauche de Dennis Schroeder, contesté, je sais plus si c'est Adem Bona ou je sais pas qui va la chercher haut sur la planche, il la met haut sur la planche, main gauche un peu en déséquilibre, ça tombe dedans, mais pas en mode de chance, hein, vraiment propre, ça tape la planche, ça rentre propre. Je dis ah ouais, ok Dennis, ok. L'Allemagne repasse devant à 1 minute, 83-84. Ensuite, Şengün qui rate un lay-up près du cercle, rebond de Daniel Theis. L'Allemagne a un tir, je sais plus qui tire, rebond offensif de Isaac Bonga. Il reste 32 secondes. Tu dis ok, là, t'as 14 secondes pour réattaquer, va falloir marquer. Et là, on a vu, vous avez vu, nous avons vu, ils ont vu, monsieur Dennis Schroeder, Dennis Lamaïs comme on l'appelle. Petit cross sur Osmani, tac, ça revient, boum, il s'attend à ce qu'il reparte, hop, pull-up à mi-distance, le tir est contesté, j'ai mis la vidéo sur le compte suite, là, le ralenti, le tir est contesté, filoche, plus 3, tu dis ok, là c'est chaud, plus 3, va falloir défendre et pas laisser un tir à 3 points, tu dis peut-être ils vont faire faute. Et donc là, la dernière action, alors, autant on a encensé Ergin Ataman, autant je sais pas vraiment quel était le plan sur cette dernière action, donc il y a une remise en jeu pour Shane Larkin, on écarte, 1 contre 1 face à Isaac Bonga. Bon, sauf qu'Isaac Bonga, quand même, il a pas mal de taille, avantage de taille par rapport à Shane Larkin, donc même si Shane Larkin va plus vite, il n'arrive pas à le passer. Il fait 1 ou 2 dribbles, on voit qu'il recule, il n'arrive pas à le passer. Il passe à Alperen Şengün, je sais pas, au lieu de rejoindre main à main, jouer un pick and roll, etc., Şengün se dit, ok, je vais pull-up. Il fait 1 dribble, pull-up à 3 points. Alors Şengün fait un match exceptionnel. Hein. Şengün, il fait un match vraiment de très haut niveau. Si la Turquie avait gagné, il aurait été MVP sans aucun doute. Je vais vous donner quand même les stats de Şengün. 28 points à 11 sur 22 au tir, 1 sur 5 à 3 points, mais 10 sur 17 à 2 points, 5 sur 6 au lancer. Il fait 4 passes, 3 rebonds, 22 dévals. Mais vraiment, il a eu des passages de domination. On l'a vu vraiment être très fort. Mais là, après il a 23 ans, hein, c'est un jeune joueur. Il prend ce tir, il rate. Et derrière, c'est fini parce que faute sur Schroeder qui fait 2 sur 2 et l'Allemagne va s'imposer sur ça. Mais c'est vrai que bon, on a vu un très beau match. On aurait bien voulu que ça aille en prolongation, mais ce choix et ce play a été un peu facile à défendre, on va dire, pour l'Allemagne, même si jouer à 1 contre 1, c'est jamais facile. Mais quand t'es à -3, alors l'Allemagne a fait le choix de ne pas faire faute, mais quand t'es à -3, tu sais que le mec il va chercher un tir à 3 points. C'est plus facile pour Isaac Bonga, il reste haut et on voyait que Shane Larkin n'a pas voulu driver pour aller finir, tu vois. Donc c'est vraiment dommage pour la Turquie, mais pour l'Allemagne c'est amplement mérité. Isaac Bonga, du coup, Franz Wagner avait fait une déclaration en disant voilà, il montre de quoi il est capable, il mérite une deuxième chance en NBA, etc. Et moi, quand j'ai entendu cette déclaration, je vais être tout à fait honnête, je me suis dit Isaac Bonga, moi je l'ai suivi toute la saison partisan. Il fait une saison plus que banale dans une équipe qui a sous-performé. L'année d'avant au Bayern, pareil, il fait une saison plus que banale dans une équipe qui a sous-performé. Donc oui, il a été très bon avec l'Allemagne dans un rôle de 3&D. Alors oui aussi, c'est un rôle qui est très demandé en NBA. Mais voilà, je le voyais pas non plus être exceptionnel. Pardon, monsieur Isaac Bonga. Le match qu'il a fait ce soir, il a dit Ozan, fais des vidéos, mais ne parle pas de moi s'il te plaît. Parce que comme vous dites dans les commentaires, je ne sais pas de quoi je parle. Mais voilà, il m'a dit Ozan, tu ne sais pas de quoi tu parles. Et mais à culpa. Isaac, je ne savais pas. 20 points à 8 sur 11 au tir, 4 sur 4 à 3 points, il a rien raté. Des tirs importants au début de match, en fin de match, il a rien raté, c'est clair. 5 rebonds, 3 passes, 1 contre, une interception, plus 7 de plus-minus, 27 dévals. MVP du match, incontestable et incontesté. Franchement, il fait un match de fou furieux. Donc j'ai hâte de voir s'il reste aux partisans. Est-ce qu'il va prendre ce rôle de vraiment poste 3-4, fort défenseur, mais capable aussi d'apporter de l'agressivité et du shoot à 3 points. On sait qu'il peut shooter à 3 points, mais là, il a pas fait que ça. Comme je vous ai dit, il prend 11 tirs et il en prend que 4 à 3 points. Donc, il a été beaucoup plus agressif qu'à l'accoutumée. Et vraiment, j'ai hâte de voir. Et s'il va en NBA, franchement, c'est un profil qui est recherché. Hein. Il est long, il défend très bien. Il peut défendre de postes de 1 à 4. Pour les 5, je pense que c'est un peu léger encore. Mais bon, voilà, c'est très bien déjà. Il est capable de shooter. Il est de plus en plus adroit. Donc, très fort joueur en tout cas. Tristan da Silva, je l'ai dit aussi, qui a fait des excellentes rentrées. Il met 3 tirs à 3 points, il fait 13 points à 5 sur 9, 4 rebonds. Il a été très bon. Et puis il a mis des tirs aussi qui étaient importants. Il a mis des tirs pour rapprocher l'Allemagne dans le premier quart-temps. Il a mis des tirs pour passer devant à un moment dans le 3e ou 4e quart-temps. C'est quand ça faisait les chassés croisés. Vraiment très bon match aussi de Tristan da Silva. Franz Wagner qui finit qu'à 18 points. Donc
Il n'a pas fait une grosse deuxième mi-temps, clairement, mais il a été important aussi dans ce match. Et de toute façon, il finit dans le meilleur 5 du tournoi. On va donner le meilleur 5 du tournoi. Dennis Schroeder, du coup, qu'on n'a pas vu de la première mi-temps, qui est à 2 points à la mi-temps. Il finit à 16 points, 5 sur 11 au tir, 1 sur 3 à 3 points, 5 sur 6 lancés, 12 passes d'ess, 3 rebonds. Alors, il fait 6 paires de balles, ok, 19 des balles. Mais bon, on va retenir le panier qu'il met à la fin. C'est comme Tyrese Haliburton quand il fait un match à 9 points et qu'il met le buzzer en game 1 des finales NBA, on retient que ça. Là, on va retenir qu'il a mis le panier du titre, il a mis les lancers du titre. Enfin, c'est clair, il met les 6 derniers points de son équipe pour finir le match et ça, c'était exceptionnel. Johannes Thiemann, qui fait aussi un très bon match. Il joue 18 minutes, il fait 7 points, 3 rebonds, 3 fautes, 11 dévals, mais surtout, défensivement, ce qu'il a apporté sur Sengun. Alors, Sengun, s'il veut jouer, il est indéfendable. Il est indéfendable. Le mec, il a un footwork de fou, il a les 2 mains, il peut shooter, enfin bref, voilà, très fort. Mais, à l'image de certains joueurs qui se tuent, le premier qui me vient en tête, il y en a d'autres, mais Mike Pietrus sur Kobe, tu fais des très bonnes défenses, mais le mec il marque quand même. Et dans tes très bonnes défenses, t'as quand même des moments où t'as réussi à le stopper. Et j'ai des images sur la fin de match où justement il y a Sengun qui va s'empaler dans Thiemann et que Thiemann arrive à le stopper. Alors pas tout le temps évidemment, mais j'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match au relais de Daniel Theis qui, à part ce tir à 3 points, ça vrai n'a pas été très très bon. Donc voilà pour le débrief de ce match qui a été vraiment un des plus beaux matchs. Bon, après j'ai pas vu énormément de matchs d'équipe internationale, c'était mon premier Eurobasket. Mais en tout cas, en termes de match de basket, de ce que j'ai vu, d'ambiance, de scénario et tout, je pense que c'est un des meilleurs matchs que j'ai jamais vu. C'était vraiment exceptionnel. Et pour finir une compétition, pour une finale, c'était beau. C'est triste pour les Turcs. Il y a certains qui l'ont un peu mal pris, notamment Ergin Ataman qui est parti directement au vestiaire, qui est revenu que pour la remise de médaille d'argent, mais qui est parti direct au vestiaire sans serrer la main, etc. Donc, qui après en conférence de presse était un petit peu échaudé. Il y a un journaliste qui lui a posé une question sur le dernier choix justement d'Alperen Sengun de prendre ce tir à 3 points. Il a dit un peu no comment, mais bon, un peu énervé, on a vu. Donc, en fait, c'est pour ça que tu l'aimes pas ce mec-là, parce que tu vois, il est tout le temps en train de parler, ouais, moi je suis le meilleur coach de trucs. Alors, il a été élu meilleur coach de la compétition, ok, très bien et tout, mais il est toujours en train de s'en vanter. Mais à côté de ça, tu vois, quand tu perds et que t'as même pas la classe d'aller serrer la main, tu pars directement. Moi, je trouve ça dommage. Tu vois, parce qu'il fait des très bonnes choses. Tu vois, et il a des résultats. Faut dire la vérité. Que peu de gens voyaient la Turquie, on la voyait en tête en tant qu'outsider, mais peu de gens voyaient la Turquie rouler sur cette compétition et arriver et tenir tête comme ça aux Allemands en finale. Ils l'ont fait. Quand il arrive au Pana, il gagne. Avec les fesses, il gagne 2 fois. Voilà, ça on peut pas lui retirer. Mais encore une fois, c'est son comportement que je critique et qui m'insupporte moi personnellement. Donc le 5 de la compétition a été dévoilé. Donc c'est Franz Wagner, Dennis Schroeder, Giannis, Luka et Alperen Sengun. À noter que, donc, du coup, le premier à qui il donne le trophée pour être dans le meilleur 5, c'est Giannis. Donc, Giannis, il arrive, ok, il prend son trophée. Ensuite, c'est Schroeder. Schroeder, il arrive, il check Giannis. Ouais, félicitations. Hein. Ensuite, Sengun. Sengun, il arrive, il prend son trophée. Il check Schroeder. Il check pas Giannis. Giannis, il lui fait comme ça, genre, en mode, parce que je sais pas si vous avez suivi, mais du coup, Sengun avait dit après le match contre la Grèce que leur stratégie c'était de doubler Giannis parce que Giannis c'était pas un très bon passeur, etc. Et donc voilà, c'était un peu leur stratégie. Ça avait fait un peu parler, notamment Spanoulis qui a répondu en conférence de presse en disant que c'était un commentaire de petit enfant et que voilà, certaines personnes ne connaisseraient en basketball. Comme quoi, tu peux être Alperen Sengun, All-Star NBA, tout ça, un des meilleurs joueurs de la compétition, et il y a quand même des gens qui vont dire que tu connais rien. Donc franchement, en vrai, vous pouvez dire que j'y connais rien. Ça me fait, c'est pas grave, j'accepte. Bref, et donc du coup, il l'a un peu défoncé en conférence de presse. Et donc là, aujourd'hui, une fois qu'Yanis a gagné sa médaille de bronze, il a répondu, il a dit, regarde mes highlights sur YouTube, enfin regardez mes highlights sur YouTube et regardez si je suis pas un bon passeur. Donc il y avait un peu de tension et ça s'est vu en fait parce que vraiment ils se sont pas checkés quoi. Donc j'ai hâte de voir les Milwaukee, Houston l'année prochaine, même si Milwaukee ça fait pas rêver, mais bon. Voilà, c'était intéressant sur ça. Sachant que donc du coup pour terminer, maintenant j'ai dit ça, Luka, Dennis Schroeder, Wagner, Sengun et Giannis, c'est ça le meilleur 5 de la compétition. MVP de la compétition, mérité, Dennis Schroeder. Je vais vous donner ses stats sur toute la compétition. Il est à 20 points de moyenne, 7 passes, 3 rebonds, avec des pourcentages, je pense, qui sont un peu bas. Ouais, il a 46% au tir et 32% à 3 points. Mais bon, voilà, il a été vraiment exceptionnel sur cette compétition. Et puis, il a mis le tir dont on se rappellera pour gagner. Belle génération, l'Allemagne, hein. Même si on les a sortis au dernier JO. Ils font médaille de bronze à l'Euro 2022, champion du monde en 2023, et là ils sont champions d'Europe en 2025. Pas dégueu. Schroeder,
il voulait dépasser Nowitzki dans le cœur des Allemands. Alors, en FIBA, en tout cas en équipe nationale, il y a plus d'accomplissements. Après, Nowitzki, c'est quand même un mec qui est au moins Chief All-Star, je sais pas les stats en tête, mais voilà, qui a été MVP, qui a gagné un titre en NBA et qui est MVP des finales. Donc voilà, sur l'aura, on va dire, mondiale, Dennis Schroeder n'aura pas ça. Mais par contre, c'est vrai qu'en Allemagne, sur les accomplissements internationaux, après, il n'avait pas la même équipe que Dirk, faut dire la vérité, mais voilà, c'est un joueur magnifique qui a 20 points et 7 passes de moyenne en carrière avec l'équipe nationale, et c'est un joueur qui aime les grands moments. On l'a vu encore une fois sur la demi-finale et on l'a vu ce soir. On a fini pour ce débrief, on a fini pour 7 €. Bon, je m'étais lancé le truc de faire tous les jours, il y a 1 ou 2 jours où j'ai sauté, mais sinon on a fait des débriefs quand même sur tous les matchs, toutes les phases de poule, toutes les confrontations en 8e, quart, demi, finale, etc. Ça m'a pris du temps. Je vais pas dire que ça valait le coup, parce que bon, j'ai gagné 26 € sur YouTube, c'est pas non plus un montant exceptionnel, mais voilà, ça a quand même permis de faire connaître un peu plus le podcast. On a fait beaucoup de vues sur TikTok et sur Instagram avec les extraits. Vous avez beaucoup commenté, vous avez beaucoup débattu. À la base, c'est un podcast Euroleague. Là, je me suis lancé sur le truc, sur l'Eurobasket. À la base, c'est un podcast Euroleague. On sera 2. On va vous faire des formats plus longs. Ce sera hebdomadaire. Mais on va vous faire plusieurs analyses un peu plus approfondies. On va regarder le plus de matchs possible, parce que là, c'est vrai que maintenant, il y a 20 équipes. En plus, il y aura des doubles journées. Ça va être compliqué de regarder tous les matchs, mais on va regarder le maximum de matchs possible. Parce que on se targue avec Brad de parler de choses qu'on voit, de choses qu'on connaît. On n'a pas envie d'être les commentateurs sportifs, quand ils disent un truc, tu vois qu'ils voient pas les matchs, quoi. Même si c'est vrai qu'on m'a fait ce reproche-là, donc en fait, voilà quoi. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi, qui ont rejoint l'aventure pendant cet Eurobasket. À la fin du mois de septembre, il y aura sûrement une preview sur la saison Euroleague à venir qui va arriver avec Brad. Et du coup, ensuite, ce sera toutes les semaines, on fera un QLS. Il y aura sûrement aussi des interviews de joueurs Euroleague pendant la saison. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de suivre les comptes Instagram Osfit et QLS sur Instagram et sur TikTok, pardon. Et moi, je vous dis, bye bye.